médecine alternative et complémentaire, par du concret théoriquement, c'est ce que l'on va faire maintenant. On a eu du concret avec les difficultés techniques. Donc Merci. Du concret, puisqu'on va parler de la douleur chronique avec le professeur Pierre Mesté, qui est généraliste et professeur de médecine générale, et aussi coprésident de la CPTS Tarbes-Adour. Donc, il introduira cette conférence en nous éclairant sur la prise en charge de la douleur en médecine générale. Puis, Caroline Crochet et Nicolas Robin vont nous parler de leur thèse, et là on est au cœur du sujet, puisque leur thèse, c'est l'état des lieux des médecines non conventionnelles dans la prise en charge de la douleur chronique. Médecine non conventionnelle, c'est ce que nous avons appelé la plupart du temps les médecines alternatives et complémentaires. Donc c'est une thèse, il s'agit de recherche et d'analyse. Mais là on est au cœur du sujet pour montrer dans la pratique comment ça se passe, quels sont les résultats. Et puis le docteur Philippe Poulain qui est ici. Le docteur Philippe Poulain, médecin anesthésiste et réanimateur, qui a pratiqué l'acupuncture et l'auriculothérapie, qui s'est intéressé aux soins palliatifs et qui a été le chef du service de soins palliatifs de la clinique de Lormont. Donc, il s'intéresse en particulier à la douleur. Il fait partie de plusieurs sociétés savantes qui continuent à étudier la douleur. Et donc, il aura quelque chose à nous dire sur ce sujet. Donc, Pierre, maintenant qu'on s'est remis des émotions, c'est toi qui as la parole. Donc bonsoir, mes jeunes collègues et moi-même sommes ravis que vous ayez terminé la triade sur les médecines alternatives par des intervenants de médecine générale. C'est un bon choix parce qu'en médecine générale, nous sommes confrontés quotidiennement à la douleur. Je remercie l'UTL, son bureau, son président et Frédéric Gelbert, avec qui nous avons préparé la soirée, de nous permettre d'être là ce soir parce que je vais aussi faire un clin d'œil pour la médecine générale, qui est sans doute une spécialité mal connue. Je vais vous donner quelques chiffres, c'est presque hors sujet, mais pas tout à fait, vous allez voir pourquoi. Donc la douleur, c'est un motif très fréquent en médecine générale. Un tiers de nos consultations sont concernées, soit en motif primaire, soit en plainte secondaire. Et donc je voudrais vous donner des chiffres que personne ne connaît, je pense, hein. De nombreux Français consultent tous les jours leur médecin traitant. Les médecins généralistes français assurent 1 million de consultations quotidiennes. Je pense que personne ne connaît ce chiffre, ce qui équivaut à, pour les jours ouvrables, j'entends bien, ce qui équivaut à 250 millions de consultations par an, ce qui fait que si au sein de ces consultations, un tiers des motifs sont la douleur, vous voyez que nous sommes au cœur du sujet. De nombreux travaux ont été faits par des revues francophones et notamment par la revue de médecine suisse sur les différences entre les hommes et les femmes à propos de la douleur. Je vais être obligé de parler de sexe. Je sais que la mode est à parler de genre, mais ce soir, on est aussi sur du réel, du concret, de la biologie, de l'hormonologie, donc je vais vous parler de sexe si ça ne vous ennuie pas. De nombreux facteurs interviennent et modulent la douleur à la fois dans son ressenti mais aussi dans son expression et finalement dans sa prise en charge parce que forcément ça influence aussi le médecin et le médecin traitant, le médecin que les patients consultent. Donc, notamment des facteurs biologiques dans lesquels j'inclus des facteurs hormonaux. On sait que la chute des oestrogènes par exemple au moment du cycle menstruel aggrave les douleurs chez les femmes. Il y a des facteurs psychologiques, bien entendu. On sait que si on est moins en forme, si on a des soucis, probablement la douleur va être plus prégnante. Des facteurs familiaux aussi, et les médecins généralistes qui sont ici savent que la représentation de la douleur dans les familles est très importante, l'expression aussi, et on sait que de grand-mère en fille et de fille en petite fille, on retrouve, comme moi j'ai oublié de le dire, mais je suis médecin généraliste dans le quartier nord depuis 45 ans, donc je suis à la 4e génération dans ma patientèle, et on retrouve effectivement des présentations très similaires de génération en génération.
les facteurs sociaux bien évidemment, les facteurs culturels, les facteurs environnementaux, peut-être aussi des facteurs sociétaux avec des problèmes d'accès aux soins que l'on vit actuellement qui interfèrent avec la qualité de ces derniers. Je vous donne des exemples illustratifs sur la prévalence, c'est-à-dire sur la fréquence de type de douleur. Donc, la migraine, par exemple, qui est quand même un tableau bien connu, les femmes auront plus d'aura, c'est-à-dire plus de signes précurseurs de ces migraines, alors que chez l'homme, la migraine est finalement plus pure. Les problèmes d'articulation temporo-maxillaire que beaucoup d'entre nous ont, c'est très fréquent chez les femmes, un petit peu moins chez les hommes, en tout cas ils ne s'en plaignent pas. Sur le plan digestif, les femmes ont plutôt des œsophagites, les hommes ont plutôt des problèmes au niveau d'ulcères duodénaux. Je m'arrête là, mais le syndrome du côlon irritable, c'est-à-dire les troubles fonctionnels digestifs, c'est-à-dire la colopathie fonctionnelle, on le sait, est quand même beaucoup plus fréquente chez les femmes. Un deuxième élément est important, c'est le seuil de la douleur. C'est intéressant, ce que je vous dis est validé par la littérature, hein, on pourra en parler après, les niveaux de preuve sont assez forts, on va y revenir. La prévalence de la douleur est similaire chez les enfants, garçons et filles, jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, ça commence à bouger et elle est plus élevée chez les filles et chez les femmes ensuite. Un élément important, puisque ça fait partie aussi des problèmes à régler dans nos sociétés, c'est-à-dire les violences faites aux femmes notamment, mais on sait qu'un tiers des personnes qui ont des douleurs chroniques sur lesquelles on n'arrive pas à trouver de substrat organique, c'est-à-dire de maladies réelles, sont en fait des personnes qui ont subi des violences, des maltraitances, des abus sexuels pendant leur enfance ou leur adolescence. Ça représente un tiers des douleurs chroniques inexpliquées cliniquement, donc vous voyez que c'est une cohorte importante. Le seuil douloureux est abaissé chez les femmes, mais ça c'est physiologique, hein, ça a été prouvé par des expériences physiologiques, électrophysiologiques, neurophysiologiques. On sait que la femme ressent la douleur plus tôt que l'homme à douleur égale. Et le climat hormonal, je vous l'ai dit, la chute des oestrogènes aggrave la perception de la douleur. On va maintenant parler de l'expression de la douleur et du vécu. Les stratégies d'adaptation. La douleur, c'est un vécu très personnel et très particulier selon les personnes, selon notre histoire, selon nos connaissances, peut-être aussi notre environnement, les gens qui nous accompagnent. Donc il y a aussi des stratégies d'adaptation à cette douleur. Les femmes considèrent la douleur finalement comme le symptôme d'une maladie. Hein, c'est un réflexe assez permanent, alors que l'homme a tendance à isoler le symptôme et à vouloir un traitement rapide de cette douleur. Probablement les femmes ont plus réfléchi que les hommes finalement. Les hommes ont tendance à minimiser, alors que les femmes ont tendance à mieux exprimer leur douleur. Il y a sans doute plus d'addiction, d'alcool, de drogue chez les hommes pour essayer d'éviter cette douleur, en tout cas de moins l'exprimer. Et le versant psychologique est un peu aussi sexué quelque part. Les hommes vont être plutôt anxieux devant une douleur, et une douleur chronique en particulier, alors que les femmes vont être plutôt dépressives. Je sais bien que le sujet, ce sont les thérapies alternatives complémentaires. On va y revenir. Hein. Le cœur du sujet va être traité par Nicolas et Caroline. Sachez quand même, je voudrais plaider quand même pour vos médecins traitants, vos médecins spécialistes d'organes que vous consultez. Je pense qu'avant tout, dans une douleur, il faut faire confiance aux professionnels de santé. Et de plus en plus, ils sont de mieux en mieux formés. Donc je pense qu'il faut avoir confiance dans les thérapeutiques qui vous sont proposées. La médecine conventionnelle est loin d'être démunie. Nous avons beaucoup de molécules à notre disposition. Probablement, elles ne sont pas toujours utilisées de manière totalement pertinente, c'est vrai. C'est vrai qu'elles sont efficaces et donc elles ont des effets secondaires. Il faut que les patients soient prévenus, je pense. Il faut en rediscuter, modifier les doses, peut-être modifier les molécules aussi. Donc nous avons une palette très importante, le paracétamol que vous connaissez bien, l'aspirine qui est un petit peu tombée en désuétude mais qui est un excellent antalgique, hein. Les anti-inflammatoires bien sûr, la cortisone.
Alors après, il y a toute une série codéine, tramadol, caféine qui sont souvent associés dans des molécules avec du paracétamol, dans des mêmes fabrications de comprimés avec du paracétamol. Il y a toute la gamme des morphiniques, bien sûr. Un certain nombre de médicaments que certains d'entre vous connaissent pour les douleurs neuropathiques, pour les radiculites, pour les sciatiques qui ne guérissent pas, qui sont la prégabaline notamment. Puis après, il y a la massokinésithérapie, la physiothérapie, des ionisations, des techniques dont on va sans doute pas parler ce soir, mais dont on sait qu'elles ont une efficacité réelle. Bien entendu, la prise en charge de la douleur doit s'accompagner aussi d'une empathie probablement pour le patient, de lui permettre de comprendre comment fonctionne cette douleur, pourquoi il a mal, est-ce qu'on a trouvé la cause ou pas. Et donc je pense aussi, mais j'ai écouté la conférence du docteur Gelbert, il vous a expliqué aussi que la persuasion du médecin, l'écoute était très importante dans la prise en charge de ces problèmes. Je vais vous présenter un schéma que j'ai présenté pendant de nombreuses années à mes étudiants, qui pour moi est essentiel et qui va vous expliquer ce qu'est le cœur de la spécialité médecine générale, qui est une spécialité, je pense, maltraitée actuellement, par nos décideurs en tout cas, et qui pourtant est essentielle au bon état de santé d'un pays. Donc, je vous montre ce schéma parce que, je ne sais pas s'il est visible pour vous, il est très intéressant et il est le socle, il fait partie des fondamentaux de ce qu'est notre spécialité. Les cercles, alors peut-être c'est pas très visible ici, mais imaginez ces cercles comme des sphères, et comme des sphères qui seraient amovibles et de volumes différents. Donc, il y a la sphère des signes cliniques, sans doute la sphère importante parce que c'est pour ça que vous allez consulter, hein, si vous avez mal, une sciatique, une lombalgie, mal à l'oreille, douleur abdominale. Le médecin, vis-à-vis de cette sphère, a déjà son examen clinique, c'est ce qui est prévu dans le cercle du milieu avec les compétences cliniques du praticien qu'il exerce vis-à-vis de ce tableau. Il a des données actualisées de la science dont il va se servir pour prendre une décision médicale, rédiger une ordonnance, demander des examens complémentaires. Et puis il y a quand même cette sphère que nous en médecine générale on considère comme très importante, c'est la sphère préférence et comportement du patient. Et moi, finalement, je me permets d'intégrer dans cette sphère l'utilisation des médecines alternatives, parce qu'on sait bien en médecine générale qu'on n'arrive pas à tout résoudre, à tout accompagner, et donc nous ne sommes pas opposés à ce que les médecines alternatives, à condition qu'il n'y ait pas de perte de chance réelle sur la prise en charge des maladies, et à condition qu'il n'y ait pas de danger à les utiliser, peuvent très bien accompagner un traitement, un patient atteint de cancer ou d'autres maladies neurodégénératives. C'est intéressant de voir ces sphères donc de manière mobile. Je vais essayer de vous donner un exemple. Vous rentrez dans un cabinet médical pour un mal de gorge, donc ça c'est la circonstance clinique, d'accord. Le médecin vous fait un test rapide et vous avez un streptocoque, c'est positif. Le streptocoque, ça se traite par antibiotiques, on donne de l'amoxicilline ou autre chose. Ça, c'est, si vous voulez, une situation clinique très simple sur laquelle on a utilisé des données de la science avec le test. C'est positif, on doit traiter. Si c'est négatif, c'est peut-être un virus ou peut-être autre chose. En tout cas, on ne doit pas mettre d'antibiotiques d'emblée. Je peux vous donner une sphère où la situation clinique est très prévalente. Vous avez un syndrome douloureux thoracique, vous êtes pâle, vous êtes en sueur, vous êtes à la limite de la syncope. Donc peut-être que vous faites un infarctus, la situation clinique est très dominante. Probablement, on va vous allonger et faire le 15, et ensuite les cardiologues selon les résultats des examens complémentaires, feront une angioplastie et vous dilateront les coronaires. Donc, peut-être que si vous êtes dépressif, la situation clinique va être aussi importante. Les données de la science, elles existent, mais elles sont peut-être un petit peu moins importantes dans cette situation, et peut-être que vos préférences à vous, ça va être de continuer à travailler. Je pense que le médecin ne va pas s'y opposer. Peut-être qu'il vous aurait proposé du repos, mais vous allez dire non, je préfère quand même aller au travail parce que je suis mieux au travail qu'à la maison. Donc vous voyez, je pense que c'est le schéma idéal pour comprendre ce qui se passe dans une consultation de médecine générale. C'est pour ça que ça s'appelle, je sais que vous avez parlé de l'EBM lors de la première session, ça s'appelle Evidence Based Medicine, ça veut dire la médecine fondée sur les preuves et en tout cas sur les niveaux de preuves. Et vous voyez qu'une médecine très scientifique peut s'appliquer à la médecine générale, qui est une médecine centrée sur le patient, qui prend en charge le patient dans sa globalité,
qui ne s'occupe pas que de ses oreilles ou de son cœur et qui ne s'intéresse pas qu'aux maladies, qui s'intéresse aussi à votre mode de vie, à votre entourage, à votre situation professionnelle. J'ai qu'une dernière diapo, je ne serai pas long, ne vous inquiétez pas. Je reviens un petit peu sur la spécialité qui est très récente. Hein. La spécialité médecine générale, elle a été reconnue en 2004, alors que nous résolvons, je pense que c'est difficile à comprendre pour vous aussi ça, mais nous résolvons entre 75 et 95% des problèmes de santé des patients de ce pays. Évidemment, nous n'opérons pas encore les appendicites, mais si vous voulez, sur tous les motifs de consultation qu'une population présente quotidiennement, les généralistes résolvent l'essentiel. La deuxième et la troisième ligne, c'est toujours pour des maladies plus compliquées, plus graves, etc. La médecine générale est une vraie spécialité. Pourquoi? Parce qu'elle a son champ d'exercice, je viens un petit peu de vous le décrire. Elle a son corpus universitaire aussi, c'est-à-dire qu'elle a son enseignement universitaire. Et elle a aussi sa recherche. Et on va voir ce soir que nos jeunes collègues sont capables de faire de belles recherches. On sait depuis longtemps, sauf nos décideurs probablement, qu'une médecine générale de qualité, compétente, pertinente, disponible, c'est sûr, améliore l'état de santé des populations, fait faire beaucoup d'économies aux caisses d'assurance maladie. Je pense que notre système de santé n'est pas suffisamment organisé sur la première ligne. Je rappelle quand même que l'épidémie de Covid que nous avons vécue, on est passé de appeler le 15 à ce que finalement les généralistes prennent en charge dans leur cabinet les patients atteints de Covid et fassent fonctionner, les praticiens libéraux notamment, fassent fonctionner les centres de vaccination. Évidemment, les gens qui se compliquaient, qui devaient aller en réanimation, je ne sous-estime pas ça. Mais c'est une infime minorité par rapport à l'ensemble des patients atteints de Covid qui ont été pris en charge. Il y a notamment une sociologue anglo-saxonne qui est disparue depuis, qui a beaucoup travaillé sur l'intérêt d'avoir une première ligne de qualité, d'avoir un soin premier de qualité. Elle s'appelle Madame Starfield. Si ça vous intéresse, il y a des textes tout à fait intéressants que vous pourriez lire. J'en reviens maintenant au cœur de la soirée, puisque Caroline et Nicolas vont intervenir. Ils ont travaillé autour d'une revue de la littérature. Ils vont vous expliquer ce que c'est. C'est une méthode scientifique qui est reproductible, dont la méthodologie est totalement reconnue. Ils font partie des 560 jurys de thèse que j'ai présidés. Et je suis très heureux que ce soir, ils puissent vous montrer ce que des jeunes spécialistes de médecine générale sont capables de faire. Et finalement, nous sommes, je crois, moi qui ai vu cette évolution universitaire, je suis très heureux et ravi de pouvoir leur donner la parole ce soir. Je vous remercie. Donc la parole est à Caroline Crochet et à Nicolas Robin. Juste une petite remarque avant de leur donner la parole. Je voudrais souligner le mérite qu'ils ont eu de venir, parce qu'ils font l'aller-retour dans les circonstances difficiles qu'il y a actuellement pour se déplacer en France, uniquement pour cette conférence. L'une vient de Lavelanet et l'autre du nord du Tarn. Ils ont du mérite. Bonjour à tous. Bon, on va faire un petit test voix. Est-ce que ceux au fond m'entendent bien? Moyen? J'ai essayé de parler un peu plus fort du coup. Bon, merci à tous d'être venus. Merci de nous écouter. C'est très enrichissant et très touchant. Nous allons vous présenter notre travail de thèse qui a duré au moins 2 ans et demi pour la construire. Et nous avons donc, pendant ces 2 ans et demi, essayé de faire un état des lieux des thérapies non conventionnelles dans la prise en charge de la douleur chronique. Donc nous avons fait une revue de la littérature qui ont été publiées de 2012 à 2021, donc près de 10 ans.
Et donc je vais laisser Caroline nous expliquer un peu la méthodologie. Je t'en prie. Oui, non, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, une revue de la littérature, c'est déjà un rassemblement d'articles ou de contenus scientifiques afin de proposer une vue globale et synthétisée dans des avancées scientifiques d'un domaine précis. C'est une méthode qui est reproductible, comme a pu le dire le professeur Mesté, et qui part d'un sujet précis, va engendrer une question de recherche. À partir de cette question, on va pouvoir définir des critères de sélection. Et en médecine générale, donc du coup, c'est le type de méthode qu'on peut utiliser pour faire une thèse à 2 auteurs afin d'avoir une meilleure qualité. Si on prend un exemple de la vie de tous les jours, on pourrait se dire en sujet, je voudrais travailler sur la cuisine de la vie de la cuisine du quotidien. En question, on pourrait se dire comment je peux préparer des plats équilibrés en 30 minutes, parce que souvent au quotidien, on n'a pas trop le temps de faire à manger. Les critères, ça serait du coup une cuisine équilibrée, des plats salés. On veut prendre des livres de cuisine, pas forcément des articles sur internet ou dans des revues, des livres récents de 2020 à 2024, et on va aussi sélectionner les bibliothèques. Donc on va dire je prends les librairies indépendantes du centre-ville. Donc ça rentre dans nos critères. À partir de ce moment-là, on va faire la recherche. Comment va s'articuler la recherche? Donc on va se rendre dans ces librairies avec nos critères, et on va sélectionner tous les livres qui correspondent aux critères. On va ramener les livres à la maison, et on va commencer à organiser et à analyser. Donc ça, on va commencer à choisir les recettes des livres qui correspondent, puisqu'il y a probablement des recettes qui durent plus de 30 minutes, donc tout ce qui va être ragoût ou autre. Et là, donc du coup, toutes ces recettes, on va les classer. Donc on peut les classer par type de cuisine, par type de plat, et à partir de ça, on va pouvoir du coup aller plus loin et répondre à la question de recherche. Donc par exemple, dans ce cas-là, on pourrait se dire, je vais faire une semaine type de recettes, par saison, donc du lundi au vendredi, je prends une recette par soir. Et pour aller plus loin encore, on pourrait dire je vais faire une liste de courses pour la semaine. Si on revient dans le domaine de la recherche scientifique, donc il faut remplacer les livres par les articles scientifiques, les librairies par les bases de données qu'on va interroger sur Internet, et toutes ces recettes qu'on aura récupérées par la revue de la littérature, et donc pour nous le manuscrit de thèse. Voilà. Oui, exact. Et donc, pour justement, en parlant des recettes, je vais expliquer un peu plus comment est fait un essai contrôlé randomisé. Donc, c'est le type d'étude que nous avons sélectionné pour faire cette revue. Pourquoi nous avons seulement sélectionné ce type d'essai, ce type de recherche? Parce que c'est une des méthodes les plus puissantes pour établir un lien de cause à effet entre un phénomène qu'on veut étudier et une intervention quelle qu'elle soit. Donc pour les termes de essai contrôlé randomisé, je vais un peu plus définir. Pourquoi contrôler? Parce que tout simplement, il faut au moins 2 groupes différents avec 2 interventions différentes pour pouvoir comparer l'intervention qui nous intéresse et savoir si finalement l'intervention intéressante a un effet plus intéressant, plus important que le groupe contrôle, que l'intervention contrôle. Par exemple, que ce soit une intervention placebo ou une intervention en soins courants. Pourquoi randomiser? Parce qu'on prend le soin dans la population cible de les répartir dans 2 groupes et de les attribuer dans un groupe ou dans un autre de façon aléatoire pour essayer de répartir les caractéristiques de chaque individu de façon homogène dans les 2 groupes pour que ce soit plus facile à comparer. Et parfois, vous allez entendre parler du terme en aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme vous voyez sur le schéma juste à gauche, que ce soit les patients, que ce soit les évaluateurs ou que ce soit ceux qui vont analyser les données, ils ne seront pas au courant si un patient a eu un traitement ou si le patient a eu un groupe placebo, ce qui permet vraiment de limiter beaucoup de biais pour l'analyse des résultats au final. Donc l'évaluateur, en utilisant ce type de méthode, va essayer de contrôler un maximum de biais possible pour avoir les données les plus solides possibles. Alors, dans un premier temps, on va voir ce qui s'est passé ces dernières années sur la prise en charge de la douleur. Donc en France, il y a eu 3 plans de prise en charge. Le premier en 1998 pour créer des structures pluridisciplinaires et former les professionnels. Le second en 2002 qui est marqué par la loi Leonetti de 2004 qui dit que le soulagement de la douleur est un droit fondamental et qui introduit la douleur notamment en soins palliatifs, avec l'autorisation d'utilisation de médicaments permettant de limiter la souffrance, même s'il existe d'abréger la vie avec l'utilisation de ces traitements.
Également, en 2004, la douleur chronique devient un des 100 objectifs de santé publique en France. Le troisième plan débute en 2006 et il permet d'améliorer la prise en charge des personnes vulnérables, donc tout ce qui va être personnes âgées fragiles, personnes sous tutelle ou personnes handicapées, ainsi que le renforcement de la formation des soignants. De plus, en 2021, il y a eu une présentation à l'Assemblée nationale d'une résolution invitant le gouvernement à agir contre la douleur chronique, en psychiatrie notamment, et il demande de mettre en place un quatrième plan, un plan qui serait révisé tous les ans. Pour le moment, rien n'a été entrepris depuis 2006. À l'international, il existe également des mouvements. Donc en 2019, on peut voir que la douleur chronique devient une maladie à part entière, selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle passe donc de symptômes à maladie. Donc ça veut dire qu'on peut la diagnostiquer, proposer une prise en charge, des traitements et un suivi. Et il y a plus d'un an maintenant, un an plus tard, l'Association internationale d'études de la douleur a sorti une nouvelle définition de cette douleur en rajoutant le terme ressemblant à pour plus d'exhaustivité afin de prendre en charge les patients qui sont peu communicants, voire pas du tout communicants. Parce qu'on peut quand même voir si quelqu'un dans le coma a mal ou pas. Notre revue, elle, s'est basée sur 2 études françaises, donc l'étude StopNet en 2004 et l'étude Echogène, 10 ans plus tard, oui c'est ça, qui ont établi la prévalence de la douleur chronique et les motifs de consultation. Donc Nicolas va vous en parler un peu plus. Ok. Donc en effet, comme disait Caroline, il y a pas mal d'études ou d'observations qui essayaient d'évaluer à quel point les Français consultaient pour un motif de douleur. Et en effet, 36% des consultations ont ce motif-là. Donc c'est quand même une tiers de nos patientèles, ce n'est pas rien, vous en conviendrez. Il y a aussi l'Académie de médecine qui a voulu essayer d'évaluer si nous traitons bien la douleur chronique. Et il s'avère que, pareil, près d'un tiers des douleurs chroniques ne sont pas réceptrices aux antalgiques conventionnels qu'a pu présenter le professeur Mestier tout à l'heure. Il y a un tiers des douleurs qui ne répondent pas, tout simplement. Donc ça peut être des patients qui vont se reporter vers d'autres solutions si nous sommes toujours dans une impasse dans ce cas-là. Donc ce constat nous mène à nous dire tout simplement que le système de santé est toujours en difficulté pour prendre en charge la douleur d'une manière générale. Donc après avoir présenté le premier terme, donc la douleur chronique, on va présenter les médecines complémentaires et alternatives, qui sont des soins qui peuvent être pratiqués par des soignants donc non médicaux. C'est donc une médecine qui est en parallèle vraiment de la médecine habituelle et celle qui est dictée par les institutions, donc notamment la HAS, l'organisation, la Haute Autorité de Santé, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament ou encore l'Assemblée nationale de médecine. En France, certaines médecines sont acceptées comme l'acupuncture, d'autres sont tolérées, donc pouvant être pratiquées mais sous surveillance, ou d'autres encore sont rejetées. L'année dernière, il y avait eu le cas de Thierry Casanova, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un vidéaste français qui se définissait comme un naturopathe. Et il avait été mis en examen pour abus de confiance, de faiblesse et un exercice illégal de l'alimentation crue pour traiter notamment des maladies chroniques comme le cancer ou autres. Notons que certains services dans les hôpitaux ont intégré ces thérapies, donc notamment les magnétiseurs qui peuvent avoir des conventions avec les services de grands brûlés ou encore en oncologie avec l'effet de ces magnétiseurs sur la radiothérapie pour diminuer donc du coup les douleurs qui s'ensuivent de la radiothérapie. Cependant, il y a un manque de données scientifiques sur l'efficacité propre de ces thérapies et de manque de données aussi sur la formation des soignants, sur leur existence, ainsi que les praticiens qui l'exercent. Par exemple, nous savons très bien que le millepertuis ou le jus de pamplemousse va agir sur les cytochromes hépatiques, donc ce sont des enzymes du foie qui permettent d'activer ou de désactiver certains médicaments. Donc si on en prend avec les médicaments, ça peut majorer ou pas les effets des traitements qu'on prend. Toutes ces informations nous ont donc amené à nous poser la question suivante. Quelle est l'efficacité des médecines complémentaires dans la gestion de la douleur chronique? D'où le sujet de notre thèse. Donc nous allons faire un petit point sur quels sont les types d'études que nous avons inclus, quels ont été les critères qui ont fait que nous avons
exclues de notre champ de recherche, ces études-là. C'est une étape importante pour savoir quelle est la population finalement que nous avons étudiée dans cette revue-là, et pour pouvoir extrapoler ces données-là, je vous fais la liste et je vous explique un peu en détail les critères. Le premier critère, c'est que l'étude devait parler de la douleur chronique, donc d'une douleur chronique qui dure depuis plus de 6 mois, quelle que soit la localisation de cette douleur. Le deuxième critère d'inclusion, c'est qu'il devait évaluer la diminution de l'intensité ou la diminution de la fréquence des épisodes douloureux. Et enfin, ces études devaient comparer l'intervention qui nous intéressait, donc en l'occurrence une médecine alternative et complémentaire, contre un placebo s'il existait, contre une autre médecine alternative ou contre de la kinésithérapie. Les études qui évaluaient les MCA dans des situations spécifiques comme de la chirurgie, comme chez des patientes enceintes, dans le cadre de cancer avancé ou dans le cadre de soins palliatifs n'ont pas été évaluées. Toute thérapie qui bénéficiait d'une AMM, donc c'est une autorisation de mise sur le marché, c'est une procédure très particulière et assez poussée pour que n'importe quelle intervention, enfin médicament en l'occurrence, puisse être proposée aux patients. S'ils avaient une AMM, on l'a exclu puisqu'il y avait déjà pas mal d'évaluations sur le sujet. Pareil, s'il y a des interventions qui avaient des niveaux de preuve élevés avec des recommandations élevées, grade A ou B, n'ont pas été évaluées puisqu'on n'aurait potentiellement pas eu de plus-value supplémentaire avec notre revue. 3 MCA n'ont pas été évalués dans le cadre de notre thèse. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'est l'homéopathie, l'acupuncture et toute thérapie manipulant le rachis. Alors l'homéopathie, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Pareil, nous n'aurions pas eu de plus-value et dans la plus grande majorité des cas, ils ne montraient pas d'efficacité spécifique. Et j'entends spécifique de l'homéopathie par rapport à un placebo. L'acupuncture, pareil, il y a une littérature très abondante sur le sujet. Et en l'occurrence, dans notre recherche, nous avons détecté des cas de fraude. Donc, nous n'avons pas la capacité en tant que doctorant de faire le tri. Donc, nous avons préféré ne pas l'évaluer. Et enfin, pour les thérapies manipulant le rachis, de nombreuses revues de la littérature évoquent ce sujet-là, avec notamment comme donnée une efficacité limitée, mais des effets indésirables qui peuvent pas être graves. Donc, il y avait pas mal de données dessus. Donc, nous avons écarté de notre champ de recherche. Et enfin, dernier point, les thérapies qui évaluaient par exemple un traitement A versus un traitement A plus un traitement B n'ont pas été évaluées parce qu'on considère que la comparaison serait plus difficile pour nous pour savoir est-ce que c'est la combinaison des traitements ou des MCA qui était intéressante ou un MCA par rapport à l'autre. Alors là, le schéma, ça représente toute la recherche qu'on a pu effectuer. Donc les premières cases en haut, c'est toutes les bases de données que nous avons questionnées afin de récupérer les articles. Tout ça, ça nous a permis de récupérer plus de 5400 articles. Bien sûr, il y avait des doublons, donc on les a enlevés. Et ensuite, on a fait une sélection par entonnoir. On a séparé le travail pour avoir une plus grande qualité. Donc on a d'abord lu les titres des articles et en fonction du titre, on a sélectionné ou pas l'article. Une fois qu'on a fait ça dans notre coin, on a mis en commun afin de savoir si on avait le même résultat et de discuter sur les discordances qu'on pouvait avoir. On a fait la même chose sur la lecture des résumés. Et une fois qu'on a lu les résumés, il nous est resté 460 articles à lire. Et là, à partir de ce moment-là, on s'est réparti les articles en deux charges à peu près identiques. Et on a lu les articles entièrement. On a fait tout un tableau Excel pour répartir tous les critères afin de savoir si l'article pouvait rentrer dans nos critères ou pas. Et pareil, à la fin, on a mis en commun pour savoir si nos articles nous correspondaient et rentraient bien dans nos critères. Et tout ça, ça nous a amené à récupérer 96 articles pour notre revue de la littérature. Donc 96 articles à classer et à analyser. Donc nos résultats, vous les voici, ils peuvent être mis en 3 catégories. Donc la première, les résultats avec les articles où les résultats étaient contradictoires, pardon. Donc nous ne pouvons pas conclure à partir de ces articles-là, puisque s'il faut en aromathérapie, on avait un article qui nous disait que c'était efficace sur cette thérapie, sur cette douleur, et un autre où c'était pas efficace. Donc ça permet pas d'avoir des résultats probants. Et les deux autres catégories, donc les thérapies ayant un effet supérieur au comparateur et les thérapies ayant un effet non supérieur du coup. Pour les
thérapies qui ont eu un effet supérieur par rapport au comparateur. Donc on en a retrouvé 4. La phytothérapie, qui est une thérapie à base de plantes. La prolothérapie, c'est une injection dans l'articulation ou autour de l'articulation d'un soluté sucré. Le relâchement myofacial, qui est une thérapie à base de massage sur des zones spécifiques. Et les aiguilles sèches, donc comme son nom l'indique, c'est la mise en place d'aiguilles sèches, donc non imprégnées de produits, dans le derme superficiel, donc la première couche vraiment de la peau, sur des points spécifiques également, qui sont différents des méridiens qu'on peut retrouver en acupuncture. Les chiffres que vous voyez sous le nom des thérapies, c'est le nombre d'articles qu'on a retrouvés. Donc par exemple, pour la phytothérapie, on a inclus 10 articles contre placebo et 0 contre une autre thérapie. En prolothérapie, on avait 8 articles contre placebo et 3 articles qui comparaient la prolothérapie à une autre thérapie complémentaire. En dessous, donc du coup, nous avons en noir et en gris les douleurs qui ont été étudiées, les douleurs chroniques. Donc en noir, c'est les douleurs chroniques où la thérapie a montré un effet supérieur par rapport au comparateur, et en gris, il n'y a pas eu d'effet supérieur. Je vous laisse... Il y a pas mal de choses différentes. Donc, comme pour toute thérapie, pour évaluer la balance bénéfice-risque, il faut qu'on connaisse aussi les effets indésirables de ces traitements. Parce qu'ils peuvent apporter du plus, mais il peut aussi y avoir des effets indésirables, et notamment on peut le retrouver avec la phytothérapie où il y a beaucoup d'effets indésirables. En prolothérapie, on n'en a retrouvé que 2, les paresthésies, donc ce sont des petits picotements au niveau de la peau. Le blépharospasme, c'est les spasmes au niveau de la paupière. Le relâchement myofacial, ils n'ont pas retrouvé d'effets indésirables, et dans les aiguilles sèches, elles n'ont pas été décrites, et pas recherchées. Donc, de mon côté, je vais vous décrire un peu les résultats par rapport aux thérapies alternatives et complémentaires qui n'ont pas montré de supériorité par rapport à la thérapie contrôle. Donc là, il y en a un peu plus. Notamment, il y a 3 thérapies, la compression ischémique, l'inhibition occipitale et la libération des fascias, qui sont comme l'aiguille sèche des thérapies dites myofaciales, que Caroline a déjà décrit. Nous avons aussi le courant diadynamique, qui est le passage d'un courant alternatif au niveau du corps et de la peau, qui est un peu en désuétude depuis l'arrivée de la TENS, que certains connaissent certainement. Donc c'est une thérapie de neurostimulation transcutanée. Le Pilate est une thérapie basée sur le mouvement, comme il en existe beaucoup d'autres. La facilitation neuromusculaire ou méthode de Kapat pour les intimes, qui se base vraiment sur les actes de la vie quotidienne pour améliorer la fonction du membre. Le kinésiotapique que vous avez certainement vu chez les sportifs, ce sont des bandes adhésives colorées qu'on colle sur les membres inférieurs, sur les épaules et à d'autres endroits. Pareil pour essayer d'améliorer la récupération du membre, fonctionnelle du membre. Et enfin la ventouse sèche, donc ce sont tout simplement des cloches, des ventouses qui sont en bois, en verre ou dans d'autres matières, avec lesquelles on applique une dépression. Donc on met sur la peau et qu'on applique une dépression, et c'est censé améliorer pas mal de choses, pour faire simple. Donc, voilà. Donc tout simplement. Donc comme vous avez vu, il y a d'une manière générale pour ces thérapies-là, c'est surtout des rachialgies, donc des atteintes au niveau de la colonne vertébrale, des cervicalgies, des douleurs au niveau des épaules, et aussi de la fibromyalgie qui a été étudiée. Au niveau des effets indésirables, c'était beaucoup moins décrit dans ces études-là, donc je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Voilà, si ce n'est que pour les ventouses sèches, notamment, il y a une étude qui montrait une augmentation paradoxale de la douleur. Et pour le kinésiotapique, on peut imaginer en effet des irritations cutanées du fait de l'adhésif. Alors ça, c'est une diapo qui me paraît importante, dans le sens où on parlait beaucoup d'efficacité de ces thérapies-là, mais en fait, il y a 2 efficacités. Il y a l'efficacité spécifique, par rapport à une thérapie ou par rapport au placebo, il y a l'efficacité ressentie par le patient qui est indéniable. Et ça, on le nie pas et personne ne le niera. Le but de nos études, c'est de savoir si une thérapie était plus intéressante par rapport à une autre pour pouvoir extrapoler et surtout pouvoir mieux informer les patients, que les patients soient mieux informés s'il y a quelque chose qui est plus intéressant qu'une autre, avec les données de la science que nous avons. Mais après, d'une manière générale, toutes les études, sans exception, que nous avons inclus dans notre revue, montraient une amélioration de la douleur, que ce soit dans le groupe placebo
le groupe Princeps avec la MCA étudiée de façon, la MCA qui nous intéressait. Bref, dans tous les groupes, que ce soit le groupe 1 ou le groupe 2, il y avait une amélioration de la douleur. Donc ça, c'était une donnée importante à souligner. Et donc, le questionnement que nous nous sommes posés au cours de cette revue, c'est faire la part des choses entre l'effet réel de cette thérapie ou l'effet dit placebo de cette thérapie. C'était vraiment un questionnement très, très important pour nous et nous avons eu du mal à le résoudre parce que pour ce type de thérapie, il est très difficile de mettre en place une thérapie dite placebo qui permettrait vraiment d'extraire la partie placebo pour juste évaluer la partie spécifique. Dans la littérature, il y a eu des essais malgré tout, et nous allons en parler un peu plus loin pour essayer d'évaluer avec la méthode d'études comparatives randomisées et surtout mettre en aveugle les patients afin de dégager cet effet spécifique. Je vais vous présenter justement une des études qui ont mis un protocole pour justement savoir si leur thérapie placebo était crédible aux yeux des patients. Parce que si une thérapie n'est pas crédible, la mise en aveugle qu'on a discuté au début tombe et on risque d'avoir des biais dans les interprétations. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, c'était une étude ventouse contre placebo. Donc le groupe qui nous intéressait avec les ventouses et l'aspiration, il n'y avait pas de changement particulier par rapport au protocole. Pour le groupe placebo, ils ont mis une ventouse, ils n'ont pas mis d'aspiration, ils ont juste mis des adhésifs. Là, si je vous dis ça, ils vont dire « mais attendez, les patients ils vont cramer que c'est pas la bonne thérapie ». Mais en fait, les données nous montrent qu'en fait, pas du tout. Ils sont tombés dans le panneau. Donc, quand on leur pose la question « ai-je reçu la thérapie réelle ?» c'est comparable dans les deux groupes, que ce soit dans la vraie thérapie ou dans la thérapie placebo. « Ai-je eu une sensation de succion ?» Pareil, les données sont similaires, même avec le groupe qui a eu seulement l'adhésif sans succion. Donc ça peut être une méthode intéressante pour évaluer d'autres thérapies conventionnelles, de juste poser un questionnaire à la fin de l'étude, leur demander est-ce que vous avez ressenti quelque chose, est-ce que vous avez eu la thérapie réelle, et juste en comparant, on peut savoir si la mise en aveugle était bonne ou pas. Et donc avoir des données beaucoup plus fiables sur l'interprétation de résultats, savoir si cette thérapie était intéressante ou pas. Pour finir la discussion des résultats, dans toute étude, il faut qu'on expose les faiblesses et les forces de l'étude. Donc c'est un peu une autocritique de ce qu'on a pu faire. Donc dans les faiblesses, et malgré nos efforts, il y a beaucoup d'articles qu'on n'a pas pu récupérer intégralement. Donc ce qui va entraîner un biais de sélection parce que ces articles auraient peut-être pu contredire nos résultats ou aller dans le sens de ce qu'on a trouvé. De plus, toutes les études incluses sont majoritairement étrangères et non européennes. Cela peut être s'expliquer aussi par l'origine, donc là il y a le schéma qui montre d'où proviennent nos articles, donc on voit qu'il n'y en a aucune qui est française, et ça peut peut-être s'expliquer par l'origine majoritairement non européenne de ces thérapies complémentaires, donc surtout beaucoup utilisées, donc tout ce qui va être du côté Asie ou Amérique du Nord. Les effets indésirables également ont été peu évalués, les auteurs s'étant appuyés à ce moment-là sur des études antérieures à 2012, ayant recensé déjà ces effets indésirables pour les thérapies étudiées. Et de plus, nous avons inclus la kiné multimodale comme comparateur, donc, parce qu'elle utilisait plusieurs types de médecine alternative. Cependant, nous avons peu d'actions sur ce qui peut se passer en kiné multimodale, puisque c'est dépendant du praticien. Au niveau de nos forces, c'est la méthode utilisée, donc la revue de la littérature à 2 auteurs, qui est une méthode qui est validée. Les études que nous avons sélectionnées, donc les études randomisées en double aveugle, et ainsi que les MCA peu médiatisées, donc ce qui permettait d'apporter un bénéfice et d'apporter des informations sur ces dernières. Nous avons également essayé de sélectionner des populations se rapprochant le plus possible des populations qu'on peut retrouver en médecine générale. Et donc, si on prend un peu la distance par rapport aux données que nous avons recueillies, c'est vrai que là, le point de vue est quand même vraiment centré sur le médecin, mais il y a beaucoup de données dans la littérature avec des points de vue centrés sur le patient, bien entendu. Mais là, on va surtout parler, en effet, de ceux qui vous proposent ou qui peuvent vous informer sur ces thérapies. En fait, en médecine générale, on est assez souvent, des fois dans une position, des fois dans l'autre, on est assez souvent soit en première ligne, soit en dernière ligne.
C'est-à-dire vous venez nous voir parce que vous avez un problème, on est les premiers. Parfois vous venez nous voir parce que tout le monde est passé de vous voir et a essayé de proposer des choses, il n'y a plus rien qui marche, au secours, venez trouver une solution. Donc c'est vrai que on doit jongler entre ces deux positions. Bien sûr en respectant donc l'EBM, l'Evidence-Based Medicine, qui est très importante pour apporter la meilleure prise en charge à nos patients. Mais parfois, voilà, il faut essayer d'être dans une position, dans l'autre, il faut bien les détecter. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que quand on est en première intention, en premier recours, on va essayer de vous donner les thérapies qui sont les plus évaluées, qui ont le plus de chances de marcher sur vous, et donc des données validées. Voilà, tout simplement. En tout cas, la plupart des praticiens le font actuellement. Et quand nous sommes en dernier recours, ben là, en effet, on peut certainement avoir plus de largesse et essayer d'autres choses qui n'ont pas été testées. Voilà, toujours en discutant avec vous, en fonction de vos préférences, de vos cultures, de ce que vous avez déjà essayé, pas essayé, de ce que vous préférez moins, pour essayer de trouver une solution et trouver la meilleure prise en charge possible pour, notamment dans notre cas, prendre en charge la douleur chronique. Et donc cette dimension-là s'inscrit dans une dimension plus générale et pose certains problèmes au niveau sociétal, notamment la proposition des médecines alternatives et complémentaires. Tout d'abord, il y a un frein économique, parce que, comme vous le savez, ce n'est pas remboursé, en tout cas en France, la plupart ne sont pas remboursés, et tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, il y a des patients qui vont pouvoir y accéder, et d'autres non. Ça pose des questions générales. Le deuxième point est un point juridique, d'une manière générale. En effet, il y a en effet seulement certaines médecines alternatives et complémentaires qui ont soit une formation diplômante, soit une certification, soit une nécessité d'avoir un diplôme en particulier, par exemple médecin, sage-femme, dentiste, pour les pratiquer. Mais sinon, la plupart ne sont pas régulées. C'est-à-dire que n'importe qui, si vous avez envie de faire une reconversion, il y a certaines choses que vous pouvez faire sans aucun problème. Tout simplement. Et ça, c'est vrai que ça peut poser problème pour ceux qui veulent vous le proposer, parce que de un, il n'y aura pas forcément de formation homogénéisée, ce qui fait que si, par exemple, un médecin vous propose cette thérapie, il n'a pas la certitude finalement qu'il aura le même résultat qu'un autre patient, puisque ça se trouve, les deux praticiens qui font la même thérapie feront les choses différemment. Et ça peut poser problème. Ensuite, d'une manière générale, sur le plan de la formation, c'est aussi quelque chose d'important. Les médecins, les jeunes médecins sont de plus en plus formés sur le sujet. Dans la formation initiale, il y a des modules spécifiques maintenant qui permettent d'avoir des données, d'avoir des informations, d'avoir de la connaissance sur ces sujets-là, pour pouvoir plus tard, en effet, déjà être sensibilisé et si besoin, voir, discuter avec le patient, voir ce qui est possible tout simplement. Il y a aussi maintenant de plus en plus de sociétés savantes sur les thérapies alternatives et complémentaires qui justement font la promotion de ces thérapies dans un contexte plus global de médecine dite intégrative, c'est-à-dire la nécessité vraiment de se centrer sur le patient, chose qui fait peut-être de plus en plus défaut dans notre système de santé actuel afin justement de résoudre des problèmes, pas seulement dans la douleur, dans plein de symptômes différents bien entendu. Et enfin, voilà, il y a vraiment des organismes qui poussent au niveau national justement pour promouvoir dans le système de santé français ces types de thérapies qui, dans certains cas, peuvent être intéressantes pour les patients. Donc ça, je passe. Pour finir notre discussion, on peut donc se poser la question de l'avenir de ces médecines complémentaires alternatives dans notre pratique du quotidien, et notamment l'évaluation de ces médecines. Là, je vous présente, c'est un questionnaire de... Qualité. Non, rien. Comment ? De qualité de vie. Oui, de qualité de vie, oui, c'est ça. C'est un auto-questionnaire, donc c'est les patients qui les remplissent. On a pu voir, nous, dans nos études, qu'il y avait beaucoup de questionnaires qui étaient spécifiques à une douleur, donc il allait vraiment reprendre les symptômes de la douleur. Celui-là, il est vraiment plus large. Il y a un score physique et un score psychologique. Donc notamment, là, vous êtes peut-être un peu trop loin pour les voir, il y a marqué soulever et porter les courses, monter plusieurs étages, marcher plus d'1 kilomètre à pied. Donc c'est vraiment la qualité de vie du quotidien du patient. Et on a pu voir que le recours à la mesure de l'état de santé est actuellement en plein essor. Cette tendance reflète l'importance croissante à la fois de l'évaluation des actions de santé et de la prise en compte du point de vue de l'usager qui est un patient, un assuré et un citoyen.
Dans cette optique, ce questionnaire, donc le F736, a toute sa place dans les enquêtes en population générale du fait de sa brièveté et de son large spectre d'utilisation qui peut convenir à plusieurs patients, à plusieurs thérapies et à plusieurs maladies. Ce questionnaire a été de plus traduit dans plus de 40 langues. Donc ça permettrait d'envisager des projets cliniques internationaux, donc de plus grande ampleur avec une plus grande qualité. Et en effet, l'évaluation de l'état de santé des patients fait désormais partie des bonnes pratiques des essais cliniques randomisés, notamment de ceux exigés pour obtenir l'approbation d'un nouveau médicament par les instances officielles. En médecine générale, l'amélioration de la qualité de vie des patients serait pour certains le principal critère de jugement dans l'évaluation d'un traitement. Ces derniers qui sont contrôlés par l'assurance maladie. L'assurance maladie qui bouge au niveau des thérapies complémentaires. Donc ces dernières années, en 2019, il y a eu la première évaluation faite sur l'efficacité réelle de l'homéopathie, donc l'homéopathie contre placebo. Elle n'a pas montré de supériorité au placebo, donc cette dernière a été déremboursée par l'assurance maladie. A contrario, on a pu voir le remboursement de l'APA, donc c'est l'activité physique adaptée, c'est une activité qui est donc adaptée aux capacités du patient et qui va avoir un objectif, donc par exemple ça peut être l'amélioration de la cicatrisation en post-opératoire ou permettre l'acceptabilité ou en tout cas d'avoir moins d'effets indésirables de certaines thérapies, notamment au niveau des anticancéreux. Et depuis maintenant 3 ans, donc je ne dis pas de bêtises, c'était en 2021, il y a une étude sur le cannabis qui est en cours, qui est pour 5 situations spécifiques, donc la sclérose en plaques, les soins palliatifs, certains symptômes rebelles en oncologie, donc qui échappent aux thérapies habituelles, l'épilepsie réfractaire ainsi que les douleurs neuropathiques réfractaires. Et cette étude devait prendre fin l'année dernière, en mars de l'année dernière. Finalement, ça a été repoussé d'1 an puisque l'année dernière, il n'y avait pas assez de données. Les données n'étaient pas jugées suffisantes pour pouvoir conclure sur cette thérapie dans ces 5 situations. Donc peut-être que là, en mars cette année, on aura des résultats de cette thérapie. Pour conclure, donc il y a 3 idées principales à retenir. La première, c'est que certaines thérapies pourraient être efficaces dans certaines douleurs spécifiques. Ici, donc dans notre revue, on a pu voir la phytothérapie, la prolothérapie, le relâchement myofacial et les aiguilles sèches. La seconde idée, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une échelle uniforme et reproductible pour une évaluation homogène de toutes ces thérapies, afin de travailler sur la réglementation des pratiques et la formation à ces dernières en France comme à l'international. Bravo. C'est tout à fait remarquable. Et vous vous rendez compte aussi à quel point c'est difficile de faire des évaluations et d'être rigoureux dans ce domaine. Maintenant, on va faire appel à un grand spécialiste dans ce domaine, Philippe Moulin. Alors, je vais rechanger. On va faire échange. Voilà, merci. Je mets la poche. Oui, c'est ça. J'ai préparé 2 ou 3 diapositives simplement pour essayer de discuter un petit peu ce que nous venons d'entendre, et notamment dans le domaine du cancer, puisque c'est la spécialité dans laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années, étant à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, et en ayant monté à cette époque-là donc une des premières consultations de la douleur spécifique du cancer, et notamment chez l'enfant. Je voulais tout d'abord remercier nos 2 doctorants parce que sincèrement c'est un travail d'une très grande qualité et qui aborde effectivement ce problème qui est très important des pratiques complémentaires non conventionnelles dans les douleurs. Alors là je vais vous parler plus du cancer, mais ça va être très très court parce que je pense qu'on pourra plutôt discuter avec des questions si vous en avez besoin par la suite. Je voulais simplement préciser 2 ou 3 petites choses. C'est que actuellement, nombre de patients sont douloureux et sont atteints d'un cancer, et nombre de ces patients n'ont pas de réponse efficace à leur douleur parce que
soit ils ne sont pas suffisamment entendus, soit ils ne savent pas exprimer réellement ce qu'ils ressentent, soit l'ensemble de la communauté médicale et paramédicale n'a pas forcément la possibilité d'écouter et d'évaluer correctement cette douleur, étant donné les problèmes de pénurie que nous rencontrons à l'heure actuelle et le peu de temps que nous pouvons accorder à l'écoute des patients, bien que cela fasse partie intégrante de ce que nous devons faire lorsque nous les rencontrons. Ces pratiques qui sont donc complémentaires à ce que nous pouvons proposer dans le cadre de ce qui est reconnu scientifiquement comme efficace par justement des travaux d'évaluation de ces pratiques, et bien donc ces pratiques prennent une place de plus en plus importante chez nos patients, de telle sorte que s'ils ne sont pas soulagés rapidement, ils ont tendance à se tourner vers des propositions qui malheureusement certaines fois sont plutôt dangereuses ou éventuellement vont les amener à dépenser beaucoup d'argent, voire à stopper certains de leurs traitements spécifiques parce qu'ils vont être sous l'influence de charlatans. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important à avoir en tête pour nous, les soignants, mais également pour l'ensemble de la population. Je crois que le médecin référent, c'est-à-dire le médecin généraliste, le médecin qui est là, qui connaît la famille, le médecin qui a été depuis le début témoin des problèmes que peuvent rencontrer ces patients, est la personne de confiance. Et c'est à partir du moment où il y a cette relation de confiance qui s'établit que souvent le patient qui a ces difficultés liées à la douleur ou liées à la non-guérison de sa maladie, eh bien ces patients vont se tourner vers des thérapeutiques, et si le médecin de famille, le médecin généraliste n'est pas présent pour le mettre en garde, parce que ce patient lui fait confiance, eh bien à ce moment-là, il peut y avoir des drames qui peuvent se produire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si nous pouvons conseiller à certains patients, vu certaines études qui ont été faites, certaines techniques, si jamais ils le désirent ou s'ils nous demandent ce que nous en pensons, ces techniques, elles doivent être validées, et on l'a vu, par une méthode scientifique. Et donc, c'est toutes ces études dont on vous a parlé, et notamment les niveaux de preuve d'efficacité face à des traitements qui soit sont des traitements non efficaces, qu'on appelle donc des placebos, qui ont une certaine efficacité, on l'a vu à un moment donné, mais qui n'ont pas d'efficacité, je dirais, sur le symptôme physique. Et puis, ils doivent être comparés éventuellement à d'autres médicaments ou à d'autres techniques qui, elles, sont approuvées pour montrer qu'elles sont plus ou moins efficaces en fonction de la situation. Et ça se fait bien évidemment dans un travail de base, si vous voulez démontrer que votre technique est une technique qui est efficace, mais elle doit être aussi reproductible dans le temps, et il ne doit pas y avoir qu'une seule étude qui démontre quelque chose, il doit y en avoir quand même plusieurs qui vont dans le même sens. Alors en oncologie, je crois qu'il faut être très prudent aussi. Il faut être très prudent, parce que là, si je sors un tout petit peu de la douleur, eh bien, les pratiques qui sont des pratiques complémentaires, elles s'ajoutent au traitement spécifique que le patient va avoir. Par contre, ce que les oncologues appellent les pratiques alternatives sont des pratiques qui, cette fois-ci, vont être choisies à la place, en alternance éventuellement, avec des traitements qui sont des traitements réputés efficaces et qui peuvent éventuellement, dans certaines situations, en fonction
des patients et en fonction aussi du thérapeute qui va leur proposer ces techniques, eh bien éventuellement pouvoir être dangereuses parce qu'elles vont faire abandonner des techniques qui sont des techniques qui a priori, elles, ont fait preuve de leur efficacité, même si le patient n'y répond pas complètement comme il aurait dû y répondre. Mais de toute façon, chacun d'entre nous sait très bien que face à une situation, eh bien, on peut répondre tout à fait bien, on peut répondre moyennement bien, on peut ne pas répondre du tout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions. Alors ensuite, en cancérologie, ces pratiques non conventionnelles, elles ne peuvent donc, je le répète, que se concevoir et être pour les patients des techniques en complément, en supplément de leur traitement de base. Elles ne doivent pas se substituer à ce traitement de base, puisqu'à ce moment-là, elles risquent de faire beaucoup plus de mal qu'elles ne font de bien. Alors dans ces pratiques complémentaires, il y en a plusieurs qui sont reconnues et qui sont de temps en temps conseillées, mais il y en a d'autres pour lesquelles on reste encore dans une espèce de flou. Alors je voulais parler un petit peu de l'acupuncture, de l'auriculothérapie, tout simplement parce que quand j'ai fait mes études de médecine, ça remonte à il y a longtemps, on pouvait, durant nos études de médecine, s'inscrire pour faire des diplômes d'acupuncture en 3 ans. Et donc j'ai fait un diplôme d'acupuncture en 3 ans. Et comme je me suis spécialisé en anesthésie et que je m'intéressais beaucoup à la douleur, j'ai pensé que ce pourrait être éventuellement intéressant de vérifier si l'acupuncture, un petit peu améliorée quand même, pouvait être source d'une analgésie durant la période opératoire, c'est-à-dire en péri-opératoire autour de l'intervention chirurgicale et même pendant. Donc, dans les années 95, 90, 95, nous avons fait une étude à Gustave Roussy sur l'anesthésie des patientes qui devaient subir des interventions gynécologiques ou abdominales de longue durée, plus de 3 à 4 heures d'intervention. À cette époque-là, ça durait longtemps. Et vous savez que quand on fait une anesthésie, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vous endort. La deuxième chose que l'on fait, c'est que pour que vous n'ayez pas mal, on vous met des antalgiques, et ce sont des morphiniques. Et puis, pour que le chirurgien soit tout à fait confortable pour faire son intervention, on vous curarise, c'est-à-dire qu'on évite que vous n'ayez quelques mouvements que ce soit, de manière à ce que le chirurgien soit confortable. Puis, on vous réveille, et vous avez la période post-opératoire qui est plus ou moins douloureuse, en fonction de l'intervention, en fonction des gens. Et puis aussi, vous avez toute une période de reprise de fonctions qui vont être normales, et notamment quand on fait des interventions sur le ventre, eh bien c'est la reprise du transit intestinal qui peut certaines fois durer pendant plusieurs jours. Eh bien, durant les anesthésies que nous avons pratiquées en double aveugle, c'est-à-dire que le médecin anesthésiste qui était responsable de l'intervention ne savait pas si la patiente qu'on lui remettait endormie, avait ou n'avait pas une stimulation de points d'acupuncture par un courant électrique qui était un courant qui était basse et haute fréquence en salve. Eh bien, quand on posait la question en post-opératoire à l'anesthésiste, est-ce que vous avez eu des difficultés pour anesthésier cette personne? Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait éventuellement des médicaments de la douleur, des morphiniques, pour s'il jugeait que le patient avait des signes de souffrance. Et quand on a fait, donc il y avait la moitié des patients qui n'avaient pas du tout de morphinique au départ, et un autre groupe de patients qui recevaient des morphiniques si il y avait besoin, et même celui qui n'avait pas eu du tout de morphinique au départ pouvait éventuellement
avoir des morphiniques en supplément. Eh bien, d'une manière étonnante, quand les patients se sont réveillés, ils n'avaient pas plus mal les uns que les autres. Ceux qui avaient eu beaucoup de morphine ou ceux qui n'en avaient même pas eu du tout pendant l'intervention. Et quand on demandait au médecin anesthésiste est-ce que votre patient il était sous acupuncture ou est-ce qu'il était sous morphinique, eh bien il se trompait une fois sur deux. Ce qui veut dire que, a priori, cette technique permettait pour certains patients de se passer totalement de morphinique. Et ça faisait quoi? Ça faisait qu'au réveil, ils n'étaient pas plus douloureux que les autres, qu'on leur donnait des antalgiques pour la période post-opératoire, et que par ailleurs, eh bien, ils récupéraient leur fonction vitale et notamment leur transit intestinal très rapidement, 2 jours avant ceux qui avaient reçu des morphiniques à forte dose durant l'intervention. Et ça, c'était du véritable double aveugle, et ça a été publié en 1997 dans un journal anglais d'acupuncture. On a même fait des dosages d'hormones du stress durant l'intervention pour voir si les patientes étaient beaucoup plus stressées de ne pas avoir de morphine que celles qui recevaient de la morphine. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Elles ne sont pas plus stressées, les catécholamines sont les mêmes dans les deux groupes. Donc ça, c'était une manière de prouver, effectivement, ça fait partie d'une des études que vous auriez pu être amené, si vous aviez fait des études depuis 90, que vous auriez pu être amené à analyser pour l'acupuncture. Donc ça, c'est juste pour l'acupuncture. L'acupuncture, ça sert effectivement dans certains cas, et ça peut être, pour certains patients, une technique qui leur apporte une amélioration, une diminution surtout des doses antalgiques et qui leur permet de vivre à peu près correctement. Je voulais juste aussi parler de mon expérience de médecin au Cambodge, chez les amputés. J'y suis allé dans les années 95, c'était juste la fin des dominations des Khmers rouges, et il y avait beaucoup d'amputés. Et les amputés qui ne pouvaient pas retravailler parce qu'ils avaient des douleurs de membres fantômes. Et quand on leur mettait une prothèse, eh ben la prothèse leur faisait mal et ils avaient des douleurs dans ce membre. Et comme il n'y avait pas de morphine, comme il n'y avait pas de médicaments, eh ben ces gens-là ne pouvaient plus travailler. Donc on a essayé la stimulation électrique transcutanée et on a trouvé que ça marchait bien, c'est-à-dire du courant électrique de chaque côté de la cicatrice que l'on envoyait. Et ça s'explique très bien sur le plan physiologique. Ça redonne la sensation que le membre est présent et donc ça diminue la douleur. C'est prouvé scientifiquement. Et puis il y a aussi l'auriculothérapie que l'on faisait chez ces patients. Et le fait de mettre des aiguilles au niveau de l'oreille à certains points bien précis, qui sont évalués par des neurophysiologues, physiologistes d'universités françaises, eh bien, on trouvait qu'il y avait une diminution très très nette chez certains patients de ces douleurs de membres fantômes. Ça, c'était de la pratique. Donc, pour vous parler de l'acupuncture. Mais bien sûr, d'autres choses. Il y a l'aromathérapie, il y a les barreurs de feu. On en a parlé un tout petit peu. C'était en post-radiothérapie. Ce sont ces personnes qui, manipulant légèrement, arrivent à faire en sorte que, d'une manière étonnante, les patients n'aient presque plus la sensation de brûlure. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas développer les cloques et tout ça. Hein. Mais il n'y a plus la sensation de brûlure chez certains qui sont répondeurs à la technique. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être proposées. Je voudrais insister sur la phytothérapie. Parce que, bon, ben, la phytothérapie, c'est les plantes. Donc, on peut utiliser des plantes et puis faire des études sur les plantes et puis prouver que certaines plantes peuvent être efficaces sur la douleur ou d'autres pas. Néanmoins, il est important de savoir que la poudre d'opium que l'on retrouve dans des médicaments qui sont commercialisés en France, la morphine bien évidemment, ou le cannabis dont on parlait tout à l'heure, sont des produits qui peuvent améliorer la douleur, mais bien sûr ce sont des produits qui sont concentrés par rapport au départ, par rapport à ce que la plante avait au départ. Et surtout, ne parlons pas de l'homéopathie qui maintenant fait vraiment la preuve que ça ne marche pas, sauf grâce à son effet placebo. Et il faut le respecter, cet effet placebo.
C'est la raison pour laquelle ces produits ne sont plus remboursés à l'heure actuelle par la sécurité sociale. Mais il y a d'autres choses qui pourraient être remboursées qui, à l'heure actuelle, ne le sont pas encore. C'est dommage. Alors, on a parlé des toxicités éventuellement de certains produits, par exemple le millepertuis, que l'on peut prendre d'une manière tout à fait pour se sentir un peu mieux, pour mieux dormir, pour être moins stressé. Ben oui, mais ça interfère avec certains médicaments, et notamment avec certains anticancéreux. Et si vous ne dites pas, si le patient ne dit pas à son médecin traitant qu'il prend du millepertuis, eh bien ça peut être une catastrophe, parce que les produits de lutte contre le cancer, les chimiothérapies, ne vont plus avoir la même efficacité que celles qu'ils devraient avoir. Donc, je vous invite, si jamais vous avez quoi que ce soit et que vous êtes tenté par une de ces techniques pour lesquelles on vous dit le plus grand bien, eh bien d'en parler à votre médecin traitant, de manière à ce que celui-ci vous conseille pour vous dire si, effectivement, il y aura peut-être une possibilité d'avoir une amélioration, ou bien s'il faut se méfier, mais enfin le médecin traitant, c'est quand même celui qui est le pivot et qui va vous permettre de faire un petit peu le tri dans tout ce qui vous est proposé, et qui surtout, comme il vous suit, verra éventuellement les dérives qui sont en train de se mettre autour de vous, de manière à ce que vous ne tombiez pas dans des véritables groupes qui, à ce moment-là, seraient plus des escrocs, notamment sur le plan financier, que sur le plan de vouloir vous permettre de mieux vivre votre maladie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ici, on a eu des points de vue très complets, divers. Il nous reste un peu de temps pour un débat. Les points techniques, nous en avons mangé un petit quart d'heure, mais on peut prendre quand même quelques questions. Donc, c'est vous qui avez la parole. Non, vous savez tout maintenant. Vous avez reçu... Ah, vas-y. Je voudrais savoir pourquoi on souffre encore aujourd'hui de douleurs de cancer. Bon, je vais répéter ta question. Pourquoi, pour que tout le monde le comprenne, pourquoi est-ce qu'encore maintenant on n'arrive pas à contrôler la douleur? Voilà. C'est ça. Pourquoi? Qui veut répondre? La douleur, ce n'est pas simplement un symptôme physique, c'est aussi quelque chose qui est dans vous et qui dépend de vous. Et il y a des composantes dans cette douleur qui sont des composantes physiques, mais il y a aussi des composantes qui sont des composantes psychologiques. Alors ça ne veut pas dire que si jamais vous souffrez toujours alors qu'on vous donne des traitements pour votre douleur, c'est uniquement dans la tête. Non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte le fait que la douleur n'est pas uniquement physique, mais qu'elle a aussi besoin, certaines fois, d'un soutien et d'un apport psychologique pour essayer d'améliorer votre situation. Ça, c'est la première chose. Mais ça ne suffit pas forcément. Il y a des douleurs qui sont rebelles. Et elles sont rebelles parce que on est fait comme on est fait, et on n'est pas forcément répondeur à toutes les techniques ou à tous les médicaments que l'on va pouvoir vous proposer, ou bien vous n'allez pas forcément les tolérer. C'est ça. Et à ce moment-là, si vous ne les tolérez pas, vous ne les prendrez pas, même s'ils sont efficaces. Et beaucoup de patients préfèrent éventuellement avoir une douleur résiduelle plutôt que d'avoir des effets secondaires liés au traitement. Puis il y a toutes les peurs qui sont liées finalement au fait que la morphine, c'est de l'opium, etc., etc. Et on a peur d'être dépendant. Alors, avec tous les problèmes qui se sont situés au niveau notamment des États-Unis et qui arrivent sous forme d'information en Europe et en France, rassurez-vous, en France, on n'a pas du tout le problème qu'ont les Américains. On a été vraiment très
je dirais, sérieux vis-à-vis de l'utilisation des opioïdes. Donc tous les médicaments qui sont dérivés de la morphine et des dérivés très puissants de la morphine, et on n'en est pas du tout à un stade comme on en était aux États-Unis. Alors pour revenir sur votre question, eh bien il y a des centres quand même de la douleur. Alors là je sais que des centres de traitement de la douleur rebelle, chronique rebelle, c'est 3 mois d'attente, si ce n'est 4, avant de pouvoir y accéder. Néanmoins, ça fait plusieurs mois, probablement que vous êtes douloureux, et donc il y a un temps pour tout. Chez les patients qui sont atteints de maladies graves, les cancers, les scléroses en plaques, on trouve toujours la possibilité de les voir en consultation assez rapidement, et en général, rares sont les patients pour lesquels des douleurs intenses liées à ces maladies graves ne sont pas traitées dans la semaine. Il y a toujours des possibilités. Parce qu'on entend, en parlant d'un cancéreux, il est dehors de une grosse souffrance. Je me dis, mais comment peut-on laisser souffrir encore aujourd'hui? Alors, la souffrance, c'est aussi, je vous l'ai dit, psychologique. Hein. Ça n'est pas que physique. Et quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, vous souffrez de voir cette personne pas bien parce que c'est quelqu'un que vous considérez, que vous aimez. Et le seul fait que durant quelques moments dans sa fin de vie, cette personne ait eu des périodes complexes et difficiles, fait qu'on a l'impression qu'ils ont souffert de manière atroce, alors que ça a été pendant certaines périodes pour lesquelles on a rectifié les choses le plus rapidement possible. Il est évident que de toute façon, avoir un soulagement chez un patient cancéreux qui est difficile à traiter de ses douleurs, avoir ce soulagement ne sera pas totalement possible, mais pourra être dans un certain niveau d'acceptabilité de cette douleur par rapport aux effets secondaires éventuels qu'il peut ressentir. Je ne vous ai pas parlé du cannabis là. Alors le cannabis, la fameuse étude, si elle n'est pas finie, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de niveau de preuve. Hein, ils ont fait une petite étude sur un échantillon. Ils ont fait une petite étude sur un échantillon pour les patients qui ont été inclus, et cette étude-là, intermédiaire, ne montrait pas réellement d'efficacité. Donc on va plus loin pour avoir un plus grand nombre de patients et pour montrer si réellement c'est efficace. Raison pour laquelle ça dure 1 an de plus. Mais tout ce que j'ai fait, parce que j'ai été interviewé par la Haute Autorité de Santé et l'Agence du Médicament concernant ça, j'ai fait toute une étude dessus. Et en réalité, dans le cancer, je précise, dans le cancer, eh bien, cancer et maladies qui ressemblent au cancer, avec des douleurs donc importantes et des patients qui peuvent éventuellement ne pas guérir de leur maladie, eh bien, ça marche le cannabis, mais ça ne marche pas sur la douleur. Le cannabis tout seul n'est pas un antalgique. Par contre, c'est un produit qui permet de mieux tolérer ces traitements antalgiques et de faire en sorte que ça multiplie leur pouvoir antalgique. Mais le cannabis en lui-même n'est pas un antalgique, c'est un anxiolytique, c'est un très bon apport complémentaire à un traitement morphinique bien conduit. C'est un complément, mais ça n'est pas un antalgique. D'autres questions? Bonjour, excusez-moi. Je vais répéter la question. Excusez-moi, j'ai une question très concrète à poser. Est-ce qu'il peut y avoir, au terme d'une prise de morphine, 10 jours à peu près, de comprimés de morphine pour soulager une douleur, est-ce qu'il peut y avoir une phase de dépression quand on arrête Est-ce qu'il peut y avoir une phase de dépression après 10 jours de prise de morphine? C'est la question. Alors la morphine, c'est un antalgique, mais c'est un excellent anxiolytique. C'est ça. Un excellent anxiolytique. Ça diminue l'anxiété. Donc, si vous arrêtez votre traitement et que vous l'arrêtez de vous-même brutalement, que vous ne le faites pas avec l'aide de votre médecin traitant qui à ce moment-là va vous conseiller, eh bien à ce moment-là, vous pouvez avoir effectivement à une période un syndrome de manque parce que vous êtes de nouveau douloureux après 10 jours,
Mais de toute façon, on n'arrête pas comme ça brutalement un traitement morphinique, on l'arrête très progressivement, ou on l'arrête quand la douleur a disparu. C'était sous contrôle médical, contrôle d'un médecin généraliste. La réalité... Mais c'est un cas... Oui, bah, c'est un cas particulier. Mais vous avez eu de l'anxiété. Vous avez eu l'anxiété qui était liée à l'arrêt de la morphine. Donc, on aurait pu, si vous avez à ce moment-là bien signalé les choses, on aurait peut-être pu vous donner un médicament contre l'anxiété, ou bien vous dire de fumer un joint de temps en temps. Bon. Bien, on va finir là-dessus. Remercier nos intervenants. Un grand merci. Ah, une question là-bas. Oh là là, allez.